Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il va y avoir plein de beau monde sur ce plateau aujourd'hui. Voici d'abord les titres du JT. Pénurie de médicaments dans les pharmacies, les antibiotiques pour enfants sont particulièrement en tension. Les professionnels de santé s'adaptent en diluant les produits pour adultes. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, plus de 2100 signalements de tension, de rupture d'approvisionnement ont été rapportés depuis le début de l'année aux autorités de santé. 33 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire de l'année au Pays de Bitche. Au cœur des débats, le lancement d'études sur la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, une étude générale sur les mobilités et la demande de subventions pour la construction d'un nouveau stand de tir à Bitche. Lors du dernier conseil municipal de Sarreguemines qui s'est tenu hier, 2 rapports ont été présentés, celui du périscolaire géré par les Francas et celui sur le réseau de chaleur de Sarreguemines, toujours en travaux. Il a aussi été question de la première phase du chantier du secteur des faïenceries. Les démolitions vont commencer en 2023. Réaliser un podcast avec une survivante de la Shoah, c'est le privilège qu'ont eu 3 collégiennes de Rohrbach. Elles ont pu passer du temps avec Ginette Kolinka, rescapée du camp de Birkenau, venue témoigner dans leur établissement scolaire. Une interview qui sera diffusée sur la web radio du collège Jean Settlinger. Il vient de rentrer d'Arménie où il a remporté l'Eurovision Junior. Lisandro Formica est notre invité aujourd'hui. Le titre de sa chanson, c'est « Oh maman », mais il est venu avec son papa. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Je vais vous donner largement la parole tout à l'heure. Et puis, il y a aussi 2 chroniqueurs qui vont nous rejoindre. David, pour revenir en détail sur le dernier conseil communautaire de la CCPB. Et Thibaut, pour évoquer les grands points qui étaient à l'ordre du jour hier soir au conseil municipal de Sarreguemines. On commence cette émission sur le thème de la santé. Doliprane, amoxicilline, les pharmacies font-elles face à une pénurie de médicaments? Les officines subissent de fortes tensions d'approvisionnement pour certains médicaments depuis quelques semaines. Exemple dans ce reportage d'Emma Facchetti. Alors, la forme amoxicilline 250 mg, dans les mois d'hiver, on en sort une centaine par mois et là, par exemple, cette forme-là, on n'en a plus du tout. En plus de l'amoxicilline, cette pharmacie thionvilloise manque aussi de doliprane pour enfants au sirop. Ces 2 molécules sont très fréquemment prescrites en cas d'angine ou d'otite. Ce sont vraiment des médicaments de base. Donc des ruptures sur ce type de médicaments-là qui durent aussi longtemps, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu cela. Cette tension d'approvisionnement s'est intensifiée début décembre. Dangereux, non, parce qu'il y a d'autres antibiotiques, si vous voulez. Ça pourrait le devenir si ça dure trop longtemps. Effectivement, là, il y aura un vrai problème. Même constat dans cette officine voipicienne. La faute au laboratoire pharmaceutique qui préfère fournir l'Amérique du Nord et l'Allemagne, qui acceptent de payer les prix les plus hauts, plutôt que la France, qui possède les médicaments les moins chers d'Europe. Autre raison, les problèmes de fabrication. Il faut savoir que les principes actifs sont fabriqués souvent principalement en Inde ou en Chine. Et c'est seulement après le médicament qui est empaqueté, qui est façonné en Europe ou en Europe de l'Est. Mais si on n'a plus de principes actifs, on ne peut pas fabriquer le médicament total, même dans les pays européens. Alors pour faire face à la pénurie, ces professionnels de santé s'adaptent. Pour l'instant, les solutions, c'est de prendre les comprimés pour adultes qu'on dilue dans de l'eau et on fait des dilutions avec des pipettes et des produits en croix comme on a appris à la fac. Donc là, on est vraiment dans une période où on est un peu en système D en attendant de trouver d'autres solutions. Selon l'Agence nationale de sécurité de médicaments, plus de 2100 signalements de tension ou de rupture d'approvisionnement de médicaments ont été rapportés aux autorités de santé depuis le début de l'année. Côté politique, on commence avec la chronique de David qui a assisté au dernier conseil communautaire de la CCPB. Le conseil communautaire du Pays de Bitche s'est réuni pour la dernière fois en 2022, c'était mercredi dernier. 33 points étaient à l'ordre du jour. Au cœur des débats, le lancement des études sur la compétence GEMAPI et la mobilité, ainsi que la construction d'un nouveau stand de tir à Bitche. On en parle tout de suite après ce résumé.
Dernier conseil communautaire de l'année 2022 pour les élus du Pays de Bitche. 3 heures de réunion pour 33 points à l'ordre du jour. Parmi eux, la prise de compétences santé au sein de la collectivité à travers un contrat local de santé élaboré avec de nombreux partenaires comme l'ARS et le Conseil régional Grand Est. L'objectif, travailler avec les professionnels de santé pour répondre aux besoins du territoire et renforcer l'offre de soins. Sur le plan associatif, la Comcom du Pays de Bitche renforce sa collaboration avec Loisirs Jeunesse en versant une subvention supplémentaire de 60 000 € à l'association. Le but, répondre à une convention signée avec la CAF il y a 1 an pour développer le volet jeunesse, notamment à travers les ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. La CCPB renouvelle aussi son engagement vis-à-vis de Mosaïque Cristal en signant une nouvelle convention d'objectifs et de moyens pour 5 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Le montant annuel de la subvention de 246 800 € accordé de 2018 à 2022 est reconduit sans revalorisation et nouveauté, il sera réexaminé annuellement. Du côté des investissements, un nouveau chauffage va être installé au gymnase et dojo de Rohrbach-les-Bitches pour un montant de 56 000 € financé à 40% par l'État, le système actuel étant défectueux. Les anciens locaux de l'entreprise Veolia, rachetés par la collectivité pour y installer son service technique, vont être agrandis et remis aux normes pour un montant proche d'1 million d'euros. Là aussi, l'État soutient le projet à hauteur de 40%. Enfin, une mise à niveau de l'éclairage public va également être opérée sur 12 sites appartenant à la collectivité pour passer à la technologie LED. Un chantier de 128 000 € bénéficiant d'une aide de l'État de 51 000 €. Mais au cœur des débats, il y avait surtout la gestion de l'eau, le développement de la mobilité et le financement d'un nouveau stand de tir à Bitche. Et on démarre avec l'eau. La communauté de communes du Pays de Bitche a lancé 2 études, une pour la structuration des compétences assainissement, eau potable et eau pluviale urbaine, et une pour la structuration de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'était le point 14 de ce conseil communautaire. Information sur les décisions prises par délégation au président. Ce sont en fait les décisions que le président peut prendre seul parce que le conseil communautaire lui en a préalablement donné le pouvoir. Et parmi les décisions prises, il y a donc ces 2 études. Oui, mais la première a déjà été lancée. Là, il s'agissait surtout de la seconde, celle sur la compétence GEMAPI. L'étude a été commandée auprès de 2 cabinets, KPMG Expertise et Conseil pour près de 64 000 € et Safej SAS pour près de 77 000 €. Et quel est l'objectif ? Alors, ce sont des études de structuration. Depuis la loi NOTRe, les EPCI comme la Comcom du Pays de Bitche doivent obligatoirement exercer les compétences eau et assainissement, des compétences détenues préalablement par les communes et les syndicats des eaux. À l'origine, le transfert devait être effectué au plus tard, au 1er janvier 2020, mais un délai supplémentaire a été accordé à certaines communautés de communes jusqu'au 1er janvier 2026. Pour faire simple, l'objectif de ces études est de se préparer à récupérer la compétence afin de l'exercer correctement. Alors dans tout ça, ces études, elles ont un coût. Je suppose qu'il y a eu des réactions ? Il y en a eu plusieurs, effectivement. La collectivité travaille sur ce dossier depuis 2 ans et encore, cela ne concerne que l'actuelle mandature. Des études ont déjà été lancées. Christian Schwalbard, maire de Walchbronn, a dit qu'il en comprenait l'intérêt, mais ne connaît pas le contenu de certaines d'entre elles, notamment celles dédiées à l'eau potable. On l'écoute. Là où je suis encore une fois étonné, c'est cette étude sur l'eau potable. Je ne comprends pas. J'avais reposé la même question l'autre fois. Quel est l'ordre de cette étude? Cette étude va servir à quoi? Quelle est la différence entre cette étude et l'autre étude? Et on va reparler eau potable sans avoir réuni la conférence des maires. Le 15 juin, nous avions une conférence des maires où les choses ont été présentées. Voilà, c'était il y a quelques mois. Sur la question de l'étude, nous avons l'eau, l'assainissement, c'est sans doute ce que vous avez évoqué avec le cabinet Baird, voilà, qui est en cours. Et puis nous avons la GEMAPI, c'est un autre bureau d'études puisque c'est KPMG qui va démarrer ses travaux. Donc on a une étude globale qui a été financée par l'agence de l'eau. Dans cette étude, il y a 2 lots. Il y a l'eau, l'assainissement d'un côté et il y a la GEMAPI de l'autre. L'une a démarré plutôt par l'assainissement, l'autre va démarrer, c'est la GEMAPI, et puis naturellement, ils vont conforter les éléments dans le cadre de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau et l'assainissement est intimement liés aujourd'hui dans le mode d'exploitation pour un certain nombre de syndicats. Oui, on le sait, actuellement, cette compétence de la Comcom est exercée par le SDEA. Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, a également demandé à recevoir le cahier des charges établi pour l'étude sur la GEMAPI. Le président SUC lui a répondu que le document lui serait envoyé. Comme souvent, c'est un reproche de communication et de transparence qui a été fait au président et ses vice-présidents. Il n'y a pas eu de vote sur ce point puisqu'il s'agissait uniquement d'une information communiquée à l'ensemble du Conseil.
Alors après l'eau, quel point a fait débat ? Le suivant, le point 15 en fait de ce conseil communautaire, la CCPB souhaite lancer une étude générale sur les mobilités. La collectivité travaille en étroite collaboration avec le département, la région et l'association SBN, Sarreguemines Beach Niederbronn Territoire d'avenir. L'objectif, trouver des solutions pour développer la mobilité avec les territoires voisins, la mobilité au sein du territoire pour les personnes qui ont des besoins spécifiques et les déplacements doux pour les loisirs. Et alors qu'est-ce qui a fait débat exactement ? Là encore, c'est un manque de communication qui a été reproché au bureau suite à un article paru le jour même chez nos confrères du Républicain Lorrain. L'article, le voici, un article où le maire d'Étain, Christian Bichelberger, lance un appel aux élus du Pays de Bitche pour que la Comcom soit candidate à l'expérimentation d'un nouveau concept de train. Nous avions d'ailleurs nous-mêmes réalisé une interview du maire il y a un mois à ce sujet. C'est un concept de train modulaire électrique porté par l'entreprise alsacienne LOR, conjointement avec la SNCF. Ce train baptisé Dreisy est destiné aux tronçons de moins de 100 km à faible trafic. Un premier prototype devrait voir le jour en 2024. Christian Schwalbach, maire de Walchbronn, a demandé si la CCPB était effectivement candidate. On lui a répondu que oui. Il regrette d'avoir découvert l'information par voie de presse. Regardez. À un moment donné, quand vous vous êtes porté candidat, vous aurez pu nous faire un petit mail par rapport à ce qui différents mails qu'on a eu de notre collègue Christian Bichelberger, avant que l'article paraisse dans la presse. Vous aurez peut-être pu nous informer. Juste un mail pour dire que nous sommes candidats à ce projet. Dès que le président Rotner et la conseillère régionale ont abordé un peu le sujet et que le président Rotner avait évoqué son ambition d'expérimenter ces nouveaux modes de transport et que peut-être le Pays de Bitche serait un terreau d'expérimentation intéressant, je l'ai signifié au président Rotner en disant le Pays de Bitche sera candidat. Voilà. Et ça, c'est un courrier qui lui a été adressé courant du mois de juillet. Et donc naturellement aujourd'hui, pour affiner à la fois le tronçon d'expérimentation, pour affiner les besoins, pour affiner les volumes, pour arriver au dernier kilomètre, on a besoin d'une approche globale qui se fera de concert avec les deux territoires connexes, que sont le territoire de Sarreguemines et de Niederbronn, et naturellement sous le patronage de la région. Voilà un projet qui reviendra sans aucun doute sur la table. Le lancement de l'étude sur les mobilités a été adopté à l'unanimité. Et on peut donc passer à la thématique suivante. Oui, même s'il n'y a pas d'émission sport aujourd'hui, j'arriverai quand même à en parler dans cette chronique politique. Retour sur la construction d'un nouveau stand de tir à Bitche. Le projet est dans les cartons depuis un moment. S'il se concrétise, le stand sera installé en face du VVF à l'étang d'Asselfurt. Cette fois, il s'agissait de voter un plan de financement et des demandes de subventions. Voici les grandes lignes du projet. 30 postes de tir de 10 mètres, 25 de 25 mètres et 25 de 50 mètres. Cela permettrait à Bitche d'accueillir des championnats et stages nationaux, mais aussi des disciplines olympiques. Un stand de 100 mètres et un ciné-tir sont également envisagés. Bien sûr, il y aurait aussi de quoi accueillir le public et les sportifs. Les publics visés sont les clubs locaux, écoles, collèges, lycées, l'armée, la police, les chasseurs et les touristes. Alors visiblement, ça serait un très bel équipement, mais quel en serait le coût ? Le montant s'élève à plus de 6 millions d'euros. Le financement tel qu'il a été présenté propose de répartir l'investissement équitablement entre le département, la région, l'État et la Comcom, soit 25% chacun, 1 500 000 euros. Pour que ce plan devienne réalité, la collectivité doit réaliser une demande de subvention auprès de chacun de ses partenaires et bien sûr que leur réponse soit favorable. Et comment a réagi le conseil communautaire ? Pas très bien. Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, était surpris de découvrir ces chiffres alors qu'aucun projet n'a encore été validé. On l'écoute. Si on a déjà cette devis, c'est qu'il y a certainement eu un APS ou même un APD. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne nous présente pas cela à l'Assemblée, au Conseil communautaire ? On est à 6 millions d'euros. Voilà, c'est les grandes masses, tel que le projet avait été évoqué il y a quelques années déjà. Ce travail de construction maintenant pour définir de manière précise, il va démarrer. Nous, ce qu'on a demandé au plus vite, c'est d'avoir déjà un chiffrage qui nous permet de manière globale d'aller voir les financeurs. Parce que si les financeurs aujourd'hui ne nous accompagnent pas avec un niveau de subvention important, stand de tir, on ne le fera pas. Et tout le monde sait que si nous ne rentrons pas dans la fenêtre de tir des demandes de subvention de cette année, on perd un an. Donc ensuite, de toute manière, ce sera pas possible.
Oui, la fenêtre de tir dont parle David Suc, c'est cette année. L'objectif, c'est que le stand soit prêt pour les JO de Paris. Rappelons que la communauté de communes du Pays de Bitche a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Guillaume Krause a ajouté qu'au départ, le projet n'était pas chiffré à 6 millions d'euros. Alors en fouillant les archives, j'ai trouvé un chiffre qui remonte au conseil communautaire du 30 mars 2022. On parlait alors de 3 400 000 euros, mais c'était un chiffre prévisionnel émis lors du vote du budget. David Suc a dit que le montant pourra varier entre 5,5 millions et 6,5 millions. Claude Barbian, maire de Anvillers, a dit que faire une demande de subvention avant de valider la réalisation du projet, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il a le sentiment que l'avis du conseil communautaire n'est pas pris en compte. Le président Suc lui a répondu que pour établir un montage financier précis, il faut d'abord savoir sur quelles subventions ils pourront compter et donc combien la CCPB devra investir. Ce sera le conseil communautaire qui décidera ensuite de la réalisation du projet ou non. Globalement, chacun est resté sur sa position. Alors du coup, quel a été le résultat du vote ? 12 voix contre et 5 abstentions. Le point a donc été adopté. Et il y avait un dernier point dont tu voulais nous parler aujourd'hui ? Oui, Julia, très rapidement, la Comcom du Pays de Bitche a vendu une parcelle de près de 36 arts en zone d'activité de Rohrbach-les-Bitches. À qui l'a-t-elle vendue ? À la société foncière Bertrand qui s'occupe de développer la franchise Burger King en France. Si vous aviez un doute sur ce projet, voilà quelque chose de concret. La parcelle a été vendue 214 000 euros TTC, un point adopté à l'unanimité. On a donc un McDo à Bitche, on aura sûrement un Burger King à Rohrbach. Et ça fait des heureux, en particulier chez les jeunes, et ça contribue à créer de l'emploi. Et bien, merci beaucoup David pour ta synthèse de ce conseil. On va maintenant s'intéresser à un témoignage poignant que 3 collégiennes ont eu la chance d'enregistrer. C'est celui de Ginette Kolinka, survivante du camp de Birkenau, et c'est un reportage d'Emilia Zell. Rencontrer une survivante de la Shoah et déjeuner avec elle, entourée du CPE, du proviseur et de l'adjointe, c'est inoubliable. Ginette Kolinka, survivante du camp d'extermination de Birkenau, est venue pour une rencontre avec tous les élèves de 3e du collège Jean Settlinger. À cette occasion, 3 jeunes filles du conseil de la vie collégienne ont eu la chance de lui poser des questions presque en tête-à-tête pour le podcast du collège. C'est surtout c'est émouvant parce que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, donc on a beaucoup de chance de la rencontrer et ça fait quelque chose. C'est dur à décrire, mais c'est très émouvant. Je suis très honorée d'avoir pu être avec elle, de lui avoir posé des questions, en sachant que c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. C'est très émouvant de voir une des dernières personnes du camp d'Auschwitz. L'idée d'inviter Ginette Kolinka à participer au podcast a été initiée par le CPE et un professeur d'histoire. Les collégiennes, également déléguées de classe, ont récolté en amont les idées de leurs camarades pour rédiger leurs questions. On a parlé de sa vie dans les camps et on a parlé du coup aussi de comment est-ce qu'elle a voulu, ou n'a pas voulu en l'occurrence, parler de son parcours parce qu'elle avait laissé ça derrière elle, mais qu'elle s'est quand même retrouvée à en parler. Et de ce que, par exemple, la robe que Simone Veil lui avait offert dans les camps, ce qu'elle a représenté pour elle. Cette survivante de 97 ans souhaite continuer aussi longtemps que possible de transmettre ses histoires aux jeunes. Il n'y a pas tellement longtemps qu'on est très très demandé comme ça. Et maintenant, c'est de plus en plus. Pourquoi ? Parce que cette histoire a 77-78 ans. On rentre dans le camp qu'à partir de 15 ans. Donc, si tu sais calculer, si tu es fort en maths, eh bien, on a tous minimum 93 ans. Donc, il est temps. Le 2e podcast de l'année scolaire sera diffusé sur la web radio du collège. Le conseil municipal de Sarreguemines était lui diffusé en direct hier soir sur Mosaïque Cristal et Thibaut est sur le plateau aujourd'hui pour vous en faire la synthèse. Alors Thibaut, qu'est-ce qui a été évoqué lors de ce dernier conseil municipal de l'année ? Alors, ce qui a été abordé, nous allons aborder ensemble le réseau de chaleur et la requalification du secteur des faïenceries. Mais je vous propose tout d'abord un petit résumé sur d'autres sujets discutés au Conseil. 27 octobre 2020. L'ancien centre d'exploitation de la DDE, situé route de Nancy, devrait bientôt avoir une nouvelle affectation. Les élus sarregueminois ont approuvé hier la cession de ce bâtiment à Franck Kestener.
Le chocolatier, désigné meilleur ouvrier de France, souhaite quitter la rue Gutenberg et s'implanter ici pour bénéficier d'un bâtiment plus grand. Montant de la transaction à la charge du chocolatier, près de 140 000 €, auxquels il devra ajouter les coûts des travaux de démolition et de dépollution. Pour rester dans le domaine de la restauration, les Francas ont dressé le bilan de l'année 2021 en ce qui concerne les accueils périscolaires et extrascolaires. Plus de 60 000 repas ont été servis sur cette période et 410 enfants ont été accueillis en moyenne chaque jour sur le temps du midi. La responsable, Pauline Fatt, a indiqué que certains jours, ce chiffre monte à 510 enfants, ce qui représente un taux d'occupation de 117%. Des solutions seront discutées en commission pour parer à ce problème qui se présente de plus en plus souvent. Autre point qui a été présenté et approuvé hier soir, l'adhésion de la ville de Sarreguemines à l'association Le Bouclier Bleu France. Organe consultatif de l'UNESCO, le Comité international du Bouclier Bleu veille à l'application de la Convention de La Haye sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Une mission qui s'est étendue à la protection du patrimoine en cas de catastrophe d'origine humaine ou naturelle. Dans ce cadre-là, le personnel du musée de la Faïence va pouvoir bénéficier de conseils. Voilà du coup pour un petit tour sur quelques points abordés. Alors il n'y avait pas que la présidente des Francas des sites de Sarreguemines, Pauline Fatt, qui est intervenue, mais aussi des représentants de la société Dalkia, Catherine Rouleau et Hugo Moquet. Ils sont venus présenter le rapport d'activité 2021 concernant le réseau de chaleur de Sarreguemines, qui est toujours en cours de travaux, mais ils ont assuré que c'est bientôt fini. Alors qu'est-ce qui a été présenté au Conseil ? Alors je le rappelle que la société Dalkia est en contrat avec la ville de Sarreguemines depuis 2017 pour 26 ans, donc jusqu'en 2044. Et c'est elle qui est en charge du réseau de chaleur. Les représentants ont présenté le fonctionnement de la chaufferie qui va alimenter en chaleur et en électricité plusieurs bâtiments grâce à la biomasse. Alors sont concernés le CHS, les bâtiments de la Casque, les bâtiments de la ville, les collèges, lycées, etc. Un réseau de plus de 18 km qui fonctionnera toute l'année et c'est le CHS qui va consommer le plus avec 30% du total. Est-ce qu'il y a eu des discussions autour de ce gros projet ? Oui, il faut savoir qu'une chaufferie à gaz sera aussi utilisée à l'intérieur de la grande chaufferie. Le 100% biomasse est aujourd'hui impossible. Dans les questions, on sentait des inquiétudes par rapport à l'augmentation du prix du gaz et potentiellement celui du bois. Je vous propose d'écouter la question de François Bourbeau, membre de l'opposition, et de la réponse de la représentante de Dalkia. Les usagers doivent s'attendre à une augmentation de la facture en 2022 de combien à peu près à consommation équivalente ? On ne peut pas savoir ce qui va se passer au mois de janvier. Non, on ne peut pas prédire le prix du gaz du mois de janvier et on ne peut pas prédire le prix du bois du mois de janvier. Ce sont des indices qui paraissent tous les mois. Oui. Mais on peut vous dire quand même que le bois est relativement stable. Le gaz a légèrement baissé, mais pas encore. C'est pas très flagrant. Donc, mais je ne sais pas ce qui va se passer une deuxième guerre au mois de février et que ça va remonter. Je ne peux pas vous dire. C'est le cours du marché. Et Jean-Marc Schwartz est aussi intervenu pour réagir sur la question. On l'écoute. Ce prix du marché a fortement augmenté, notamment après l'entrée en conflit de la Russie avec l'Ukraine, puisqu'à un moment donné, le PEG était au plus haut, à plus de 120. Oui, il a été même à 170 même. Voilà, donc il a fortement progressé, il s'est restabilisé un tout petit peu, enfin, il a baissé un petit peu sur l'été. On constate par exemple entre octobre et novembre une baisse de 6,18% du PEG. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va maintenant se prolonger ? Est-ce que, voilà, effectivement, c'est des questions que nous nous posons et qui ont évidemment aussi pour nous, et on en parlera lorsqu'on préparera le budget de 2023, un impact considérable puisque dans la mesure où nous ne bénéficierons pas sur ce prix du gaz d'un bouclier énergétique quelconque défini par le gouvernement, eh bien nous prenons évidemment toutes les fluctuations du PEG, nous les prenons à 100% aujourd'hui. Alors le PEG auquel il fait référence, c'est le point d'échange gaz. C'est en gros le marché du gaz, le lien entre l'offre et la demande. Une autre question est venue du côté de Bernadette Hilpert, aussi membre de l'opposition, par rapport au bouclier tarifaire, mais aussi sur la volonté d'un suivi de l'évolution des prix et du fonctionnement de la chaufferie. Je vous propose de l'écouter avec la réponse du maire Marc Zingraff. J'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au bouclier énergétique. Pourquoi, c'est-à-dire il ne s'appliquerait pas, étant donné que,
étant donné qu'il y a un certain nombre d'établissements, enfin, notamment l'hôpital, etc., qui sont dans la liste de ceux qui sont... Ça, c'était juste une question. L'autre proposition que j'ai bien compris que c'est une montée en charge, etc., mais par rapport aux objectifs du réseau qui sont identifiés au début du diaporama, c'est est-ce qu'on pourrait penser pour les années futures d'avoir un peu un tableau d'évolution? Je crois que le vœu qu'on doit tous formuler, c'est qu'on passe le pont. Il faut qu'on franchisse le Rubicon là, du pont pour que le système puisse trouver son équilibre globalement et qu'on puisse arriver à une année représentative. Parce qu'à partir de l'année représentative, on pourra commencer à faire des statistiques et à voir un petit peu vraiment là où on peut agir dans l'intérêt du consommateur pour prendre ensemble, puisque c'était le souhait de tout le monde, les décisions qui vont s'imposer et pour qu'on puisse tous faire nos réglages d'une manière avantageuse. Alors concernant le bouclier tarifaire, il a été précisé par les représentants de Dalca qu'il n'y a que les bâtiments à usage résidentiel qui peuvent l'avoir pour le moment. Alors l'objectif du coup sera donc d'augmenter le pourcentage d'utilisation de la biomasse dans les temps à venir pour faire face à la crise du gaz. Et le deuxième point que tu voulais aborder dans ta chronique, il se situe sur un fameux terrain de 33 hectares. Et oui, la requalification du site des faïenceries a été évoquée. Je rappelle qu'une convention a été passée avec l'EPFGE, c'est l'établissement public foncier du Grand Est, une convention donc foncière. Un nouveau volet vient de s'ajouter au document qui annonce bien une première phase de travaux pour 2023. Ce sont principalement des travaux de démolition, de désamiantage et de gestion de la pollution du sol. En gros, un grand nettoyage du site. L'enveloppe totale du projet pour cette phase est de 10 570 000 €. Le PFGE prend en charge environ 56%, ce qui rabaisse le coût pour la ville à 4 670 000 €. Convention qui est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 20 octobre 2022. Alors le pont a été adopté, mais une abstention a été notée de la part de François Bourbeau et Bernadette Hilpert n'a pas pris part au vote. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications. On va continuer sur un ton beaucoup plus léger. C'est le moment de retrouver nos lutins. Vous l'avez découvert hier, ils sont en grève cette année, mais peu habitués à avoir du repos. Ils tentent aujourd'hui de trouver des activités à faire au soleil. Sandrine. Ouais. Tu fais quoi? Bah, ça se voit, non? Un bonhomme de sable? Alors moi, je me suis renseignée sur internet et à la plage, on fait pas un bonhomme de sable, on fait un château de sable. Ah bon? Je sais pas quoi faire. Eh ben écoute, moi je me suis renseignée sur internet et à la plage, on joue aux raquettes. Ah bon? J'en ai marre de ton jeu, tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à autre chose. Dans ma valise, j'ai ramené un jeu bien de chez nous, le Molki. Alors moi je me suis renseignée sur internet et à la plage, l'activité principale c'est le bronzage. C'est quoi ça le bronzage? Eh bien écoute, c'est tout simple, tu prends ta serviette, tu te couches dessus, face au soleil et puis tu attends. Oh bah enfin une activité où je serais meilleure que toi. Non. Pour nous, pas trop de soleil à l'horizon d'après les prévisions de Météo France. On se retrouve juste après pour écouter le témoignage de Lissandro, vainqueur de l'Eurovision Junior. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, la journée débute sous un ciel couvert, mais le temps est encore sec. L'après-midi, des pluies faibles et éparses se produisent. En fin de journée, le temps s'améliore sur l'est du département. Le thermomètre indique 7 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête aux pierres. Le soleil se lève à 8h27 et se couche à 16h39. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le rôle de l'agence est de faciliter vos rencontres. La personne que je sélectionne pour vous répond à vos attentes et vous répondez à ses attentes également.
Vous avez avec vous une personne sérieuse qui a, autant que vous, envie d'être bien accompagnée. Soyez serein, intéressez-vous à votre interlocutrice, faites-la parler. Au fur et à mesure de la conversation, vous vous sentirez mieux. Et ayez à l'esprit que la timidité est aussi une qualité parce que vous apparaissez comme quelqu'un de fidèle. Avenir Complice vous accueille à Metz, Sarreguemines et Terville. Pendant les fêtes, prenez soin de vous avec AVS Santé. Matériel médical, orthopédie, audition, service à domicile et transport, quel que soit votre besoin, nous restons à vos côtés. Parce que votre santé est notre priorité. Toutes les équipes d'AVS Santé vous souhaitent de très belles fêtes et vous présentent ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vin, alcool et spécialités italiennes, panier garni et assiettes gourmandes pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée? Intermarché! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier? Intermarché! Des fruits et des légumes bien frais? Intermarché! Et le pain pour les toasts de mes invités? Intermarché! Bref, pour les fêtes, où je dois aller? Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Il a fait briller la France au rayon international en remportant l'Eurovision Junior. Lisandro est notre invité du jour accompagné de son papa. Et félicitations Lisandro, bravo. Je voudrais que tu nous dises qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir comme ça gagné l'Eurovision Junior. Parce que c'est déjà énorme d'y avoir participé, mais en plus tu l'as gagné. C'est un honneur, déjà de représenter, comme vous avez dit, la France à l'Eurovision Junior. C'était incroyable et en plus de pouvoir gagner l'Eurovision, c'est pour moi un honneur, un rêve qui se réalise. Et j'ai même pas les mots pour dire ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que j'ai gagné. En tout cas, même une semaine après, je me rends toujours pas compte, je suis pas encore descendue de mon nuage. Je me rends pas compte que du coup j'ai gagné l'Eurovision. Mais c'est chouette. Mais alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton aventure en Arménie? Parce que on a vu ton passage à la télé, mais en fait tu y étais une semaine. Alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure? Évidemment le jour de l'Eurovision, mais aussi la lavache, ma découverte de la lavache, qui est une spécialité arménienne, j'adore. Et d'ailleurs j'en ai rapporté avec moi. Et, il est gourmand, Lisandro. Oui, j'adore. Mais en premier lieu, je pense que c'était l'Eurovision, le jour de l'Eurovision. C'était de tels sentiments. Et puis quand Carla, qui avait fait l'Eurovision avant moi, m'a dit ça va passer vite. Je me rendais pas compte. Et c'est justement quand j'ai fait l'Eurovision que je me suis dit oui, en fait c'est passé très vite. Et tu n'es pas venu seul aujourd'hui à la télé. Il se fait rare sur les plateaux de télé, ton papa. On a la chance de l'avoir. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être le père d'une jeune vedette? Alors, j'ai envie de vous dire, on est hyper fiers. Une grande fierté. On est heureux, bien pour lui. Et on a un enfant qui est exemplaire. Enfin, on prend exemple sur lui parce qu'il a vécu cette aventure de façon tellement professionnelle, tellement humaine. Donc pour nous, voilà, c'est tout ça. C'est vraiment la fierté qui ressort de tout ça.
Bon, avant qu'ils se mettent à pleurer, Lisandro, dis-nous, toi, et maintenant, qu'est-ce qui se profile pour toi? Est-ce qu'il y a d'autres concours, des nouvelles chansons, un album? Dis-nous tout. Il y a plein de choses qui se préparent, je vais pas vous dire, c'est une surprise, mais il y a plein de choses qui se préparent. Donc pour moi, mes cachotiers. Oui, très bien. Il y a plein de choses qui se préparent avec mon label MCA, donc voilà, je vous laisse attendre un petit peu. Parce que tu as signé avec un label, tu as signé quand? C'était avant l'Eurovision. Enfin, quand j'ai fait l'Eurovision, mais un peu avant d'aller en Arménie. Et j'ai signé avec MCA, qui est un label d'Universal. Donc voilà, ils sont super et il y a plein de choses qui se préparent avec ce label. Donc voilà. Bon, alors du coup, je vais essayer d'en savoir plus en me tournant un peu vers ton papa, parce que vous nous avez dit en quelques mots l'Arménie, mais c'est aussi être le papa d'un jeune chanteur toute l'année. Comment ça se passe? Parce qu'en plus, vous habitez à Tédin, donc ça veut dire beaucoup de déplacements à Paris. Exactement. Alors, on a la chance d'avoir déjà maman qui, elle, est professeure, donc qui nous permet d'avoir au moins des moments de liberté, en fait, puisqu'il y a les vacances scolaires, les week-ends. Et moi, j'ai décidé, en fait, de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses pendant ces quelques mois pour m'occuper un maximum de lui, l'accompagner. Parce que je vous assure qu'on a passé beaucoup de temps à Paris, beaucoup de temps. Et c'est aussi un plaisir pour nous et pour moi. Je vis à travers lui des aventures magnifiques. Ok. On fait par chèque ou on voit ça tout à l'heure. Ça se passe toujours en antenne, tu sais, Lisandro. Il n'y a pas que la chanson dans la vie, malgré tout, tu restes entre guillemets un collégien comme les autres, ou presque, je ne sais pas. Comment ça s'est passé, ton retour au collège? Tu as été accueilli comment par tes camarades après l'Eurovision? Alors, je ne suis pas encore retournée au collège vu qu'il y a eu les vacances, mais je suis déjà retournée au collège après mon annonce que j'allais faire l'Eurovision, et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas forcément eu de réaction flagrante, on va dire. Les gens étaient plutôt comme avant. Ok. Bon, tu l'as dit, c'est les vacances, mais c'est aussi presque Noël. Alors j'ai envie de te demander un cadeau. Je sais que tu es revenu un petit peu malade d'Arménie, ta voix n'est pas forcément au top, mais je voudrais quand même qu'on l'entende. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de chanson, le début et un refrain? Ça marche? Bien sûr. Eh bien écoute, je te laisse déjà t'installer, puis j'en profite pour vous remercier tous les deux d'être venus participer à cette émission, et puis pour vous souhaiter à tous une très bonne journée. Lisandro, le mot de la fin, il est pour toi en chanson. J'allais dire votez pour moi, mais du coup, les votes sont terminés et j'ai gagné. Du coup, merci d'avoir voté. Plein de gros bisous. Je suis sur scène, rien ne m'arrête. Ni le nom, ni qu'est-ce que tu fais, arrête. Je prends ma guitare, j'ai peur de rien. Je suis une star, je le temps d'un refrain. Pour moi, la musique, un jeu d'enfant. Pas de maths pour le Peter Pan. Un peu de magie, tout devient possible. Je touche l'infini, je me sens invincible. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qui se passe dans ma tête. Oh maman, et oh papa, et si vous restez tout bête. 1, 2, 3, just clap your hands. Je veux vous entendre fermer la fièvre. Faut le regard, le jeu de jambes. Mon rêve se réalise comme dans le miroir de ma chambre. Oh yeah.